Bonus Trax. Si d'ordinaire on apprécie l'ombre en plein été, avec la sortie de la 10e édition de Warhammer 40 000, la saison estivale 2023 a pris un tournant à rien sinistre en faisant grandir l'ombre dans le warp. Les tyrannides, créatures extra-galactiques et particulièrement voraces, sont en effet de retour. Il est donc temps pour l'équipage, même réduit, du Lane Rider de faire le point sur cette faction emblématique du jeu phare de Games Workshop. Et bienvenue dans ce 27e épisode du Lane Rider. C'est toujours moi, Thibaut, votre serviteur au micro, et aujourd'hui nous allons parler des tyrannides qui sont revenus tout récemment, comme je le disais en introduction, sur le devant de la scène de Warhammer 40 000. Et donc pour découvrir qui sont ces petites créatures, petites et grosses d'ailleurs, je vous propose d'abord d'explorer leur lore, leur fluff, bref, leur rôle dans l'univers de Warhammer 40 000. Alors techniquement, les tyrannides sont une espèce extraterrestre qui ne provient pas de la galaxie connue de l'univers de Warhammer 40 000, mais plutôt du vide spatial qui les entoure. Alors déjà, ça nous renvoie à l'horreur cosmique d'un certain H.P. Lovecraft, que vous connaissez peut-être, et qu'on avait déjà cité il y a un petit bout de temps maintenant dans notre 7e épisode qui parlait des Nécrons. Mais revenons à nos tyrannides, qui effectuent du coup leur premier contact avec l'humanité sur Tyran, lorsqu'ils attaquent le système et prennent les défenseurs de court, puisqu'ils sont complètement pris au dépourvu face à ces nouveaux adversaires complètement inédits. Bien que ce soit le premier contact enregistré par l'Imperium, il faut retenir que les tyrannides auraient pu arriver dans la galaxie de Warhammer 40 000 avant cela. En effet, plusieurs morceaux de lore mentionnent que les Eldar du vaisseau-monde de Yanden pourraient les avoir rencontrés dès le millénaire 35. Un millier d'années plus tard, des descriptions qui correspondent peu ou prou aux tyrannides seraient parvenues aux oreilles de l'Imperium, et là aussi on voit ça dans différents bouquins de règles et codex. L'Imperium connaissait d'ailleurs déjà les Genestealers, qu'il avait rencontrés sur les lunes d'Imgarl, sans savoir que ces créatures faisaient en fait partie des rangs de ceux qu'on surnomme le Grand Dévoreur. On dit même que les Tau auraient combattu les tyrannides avant l'humanité. Bref, le Grand Dévoreur est peut-être là depuis plus longtemps qu'il n'y paraît. Quoi qu'il en soit, les tyrannides fondent toujours sur un monde comme un seul homme, et d'ailleurs avec une seule âme, en quelque sorte. C'est l'esprit de la ruche qui les guide dans leurs horribles desseins. Donc, ils n'ont pas de personnalité propre, ils sont guidés par ce fameux esprit de la ruche qui les fait émerger du warp pour envahir l'espace réel et consommer toute la biomasse sur leur passage. C'est à peu près le seul objectif connu des tyrannides, et effectivement, là aussi, il nous renvoie à l'horreur cosmique puisque ce sont des desseins insondables qui guident ces créatures plutôt qu'une véritable stratégie à part entière. Le processus d'invasion tyrannide se déclenche avec ce qu'on appelle l'ombre dans le warp, qui est une sorte d'impulsion psychique en fait, qui va perturber les psykers et les communications pour mieux isoler les mondes attaqués. Si un culte Genestealer, adorateur secret des tyrannides, se cache sur l'une des planètes, c'est aussi à ce moment-là qu'il va se révéler au monde et frapper. Encore une fois, petit clin d'œil à Lovecraft avec ses cultes cachés qui vénèrent les tyrannides, même si dans les premières éditions de Warhammer 40 000, on notera que les cultes Genestealer sont aussi parfois des cultes du chaos, et donc mélangent en fait un certain nombre de choses que l'on connaît désormais comme des entités séparées. Après ces éventuels cultes arrivent les créatures d'avant-garde, qui assassinent, sabotent ou désorganisent les défenses de leurs adversaires avant que le gros des tyrannides ne fonde sur la planète. Des créatures arrivent alors vague après vague sur les défenseurs, jusqu'à la victoire. Et enfin, c'est au tour des créatures chargées de dévorer la biomasse et de la transformer pour le compte de la ruche d'arriver sur la planète. S'ensuit alors un processus un petit peu dégueu où toutes les créatures, petites, moyennes ou grosses, se mettent à tout dévorer sur leur passage pour former des espèces de piscines de biomasse qui vont servir à créer d'autres créatures et à renforcer les tyrannies.
Une fois cette tâche immonde accomplie, il ne reste des mondes attaqués que de vulgaires cailloux flottant dans l'espace. Il y a d'ailleurs des descriptions assez géniales dans les différents codex tyrannides de ce processus, où on nous explique par exemple que les créatures dévorent jusqu'à l'atmosphère des planètes qu'elles attaquent. Quelque chose d'assez poétique finalement. Bien heureusement pour l'Imperium et les autres factions du sombre millénaire, ça ne se passe pas toujours comme ça. En attestent les 4 guerres tyranniques qui parcourent le lore, le fluff de Warhammer 40 000. La première, vous la connaissez sans doute parce qu'elle était très à la mode en fin de V3 et surtout en début de V4, c'est d'ailleurs l'époque où j'ai commencé. Elle était immortalisée dans des textes, dans des armées thématiques et même des dioramas, c'est bien sûr l'attaque de la flotte ruche Behemoth. Alors flotte ruche, c'est le terme qui désigne un rassemblement de tyrannides, et celui-ci ne sera stoppé que sur Macragge, Macrage, je ne sais jamais comment on prononce, mais bref, il s'agit du monde chapitral des ultramarines qui vont sacrifier la quasi-intégralité de leur première compagnie et leur forteresse polaire pour arrêter la menace. C'est un vrai morceau de bravoure que j'adore tout particulièrement. C'est d'ailleurs pour ça que quand j'ai commencé à le lire, j'ai repeint mes ultramarines qui à l'époque avaient des socles verts pour avoir des socles blancs, puisqu'ils combattaient bien sûr sur cette fameuse forteresse polaire de Macragge. La seconde guerre tyrannique voit la flotte ruche Kraken prendre le relais de nos amis de Behemoth et s'en prendre cette fois à plusieurs cibles et pas seulement les mondes des ultramarines, puisqu'ils attaquent Icar 4, mais aussi les taux du golfe de Damoclès et le vaisseau monde de Yanden qu'on a cité tout à l'heure. Ces pauvres Eldar, d'ailleurs, seront quasiment détruits par ce conflit. Et c'est seulement 5 ans après la chute de Kraken que Léviathan prend le relais et attaque plus fort que jamais, plus fort que n'importe quelle autre flotte ruche tyrannide, puisqu'elle profite de la Grande Faille, souvenez-vous, cette espèce d'anomalie spatiale qui sépare l'Imperium en deux. Cette fois, les tyrannides s'en prennent donc à plus de factions encore, des démons du chaos, les orques du secteur d'Octarius, et bien sûr, l'Imperium. Et seuls les Blood Angels et leurs chapitres successeurs réussiront à enrayer l'avancée de Léviathan sur Baal, leur monde chapitral. Décidément, les tyrannides ont un faible pour les mondes contrôlés par les Space Marines, je pense que leur biomasse est particulièrement savoureuse. De nos jours, ou du moins de nos jours au 41e millénaire, il se murmure qu'une 4e guerre tyrannique se prépare. Alors que l'Imperium détourne les yeux de la résurgence des tyrannides dans de nombreux systèmes, dont certains très très proches de Terra, il n'y a plus que quelques héros, comme le seigneur Leontus de la garde impériale et le capitaine général Valoris de l'Adeptus Custodes, pour préparer les défenses de l'humanité à un éventuel retour des tyrannides. Ma foi, c'est un élément de lore assez récent qui nous vient de la 10e édition et qui nous présente les nobles impériaux comme finalement assez sceptiques quant à la menace des tyrannides, ce qui n'est pas sans rappeler les conspirationnistes qu'on a pu avoir il y a quelques années avec l'émergence du Covid, comme quoi Warhammer 40 000 peut encore se permettre d'être un petit peu incisif. Vous l'aurez compris, les tyrannides sont une infernale marée vivante qu'on ne peut jamais vraiment battre. Même si plusieurs éléments de lore nous laissent entendre que l'Imperium a mis au point des techniques de défense particulièrement efficaces pour les repousser, les tyrannides finissent toujours par revenir, et il faut donc alors pratiquer la politique de la terre brûlée et détruire des mondes entiers pour éviter que les tyrannides ne s'en emparent et se renforcent à l'aide de leur biomasse. Les tyrannides reviennent donc toujours plus vite, toujours plus forts, toujours plus nombreux, avec des créatures qui s'adaptent en fonction des défaites essuyées par l'esprit de la ruche. Insondable, l'esprit de la ruche nous empêche parfois de collectionner les tyrannides faute de personnalité. Et je dois vous avouer que c'est un petit peu mon cas. Mais il est certain qu'il y a quelque chose de fascinant et d'effrayant dans l'intelligence collective déployée par ces milliers de bestioles et leurs armes biologiques vivantes. C'est pourquoi je voulais également vous parler de l'histoire des tyrannides au sein du jeu de figurines Warhammer 40 000 et bien sûr tous ses dérivés. Parlons donc de la gamme tyrannide et son évolution. L'histoire des tyrannides remonte à Rogue Trader, la première édition de Warhammer 40 000, puisque les tyrannides étaient déjà présentés comme une race extraterrestre mineure, mais qui avait droit à un petit tableau statistique. L'illustration à leur effigie ressemble alors au Termagant d'aujourd'hui, mais il n'y a guère plus de précision sur cette faction, si ce n'est que les hôtes, des espèces de reptiles centaures réapparus il y a quelques années avec le jeu de plateau Blackstone Fortress, étaient alors des créatures que les tyrannides avaient asservies et donc réduites en esclavage. A noter, les Genestealers dont on a parlé tout à l'heure, ils étaient également là, mais ils étaient présentés comme une race de monstres à part venus des lunes d'Imgarl et pas une entité tyrannide. Ils ne le deviendront que dans le codex de la version 2,
où on nous dit explicitement que l'Imperium a étudié la créature et a compris qu'elle agissait à l'avant-garde des tyrannides, ce qui est plutôt rigolo puisque ça intègre dans l'univers de Warhammer 40 000 le même raisonnement qui a sans doute été pratiqué par les concepteurs du jeu à l'époque, de dire pourquoi ne pas réunir ces deux créatures en une seule faction. Mais ce n'est pas Rogue Trader qui va forger la légende des tyrannides, mais plutôt deux autres jeux de figurines à part, sorte de version un petit peu réduite de Warhammer 40 000 qu'on va pouvoir se procurer dans les années 90. D'une part, Advanced Space Crusade en 90 contre les Space Marines, puis Tyrannid Attack en 92, toujours contre les Space Marines et spécifiquement des Scouts et des Terminators qui sont revenus en version 10. Ces deux jeux-là vont donner plus de poids aux Tyrannides et les rapprocher de leur version actuelle pour faire d'eux une race extra-galactique qui convoite notre biomasse. C'est d'ailleurs à cette époque qu'apparaissent les figurines de Genestealer, de guerriers Tyrannides, puis en fin d'édition du fameux tueur hurleur dont on va reparler dans quelques minutes. Nous arrivons donc à la deuxième édition, les Tyrannides commencent un petit peu à ressembler à une faction unifiée et comme toutes les autres, ils se dotent de leur premier codex à l'occasion de cette seconde édition. Le livre d'armée arrive en 95 et l'époque oblige, il est coloré. Très coloré d'ailleurs, car les Tyrannides ne sont pas uniformisés autour d'un schéma de couleurs précis pour l'armée, mais plutôt avec des couleurs spécifiques par type de créature. J'en profite pour vous parler un petit peu des schémas de couleurs des Tyrannides, parce qu'il y a assez peu de factions qui ont autant changé de couleur d'une édition à l'autre, même si aujourd'hui on connaît désormais le violet et le beige ou le crème de Léviathan sur le bout des doigts, les Tyrannides ont parfois été rouge et beige, rouge et violet, bref, les flottes ruches se sont un petit peu alternées pour incarner un petit peu les Tyrannides sur les codex et dans les photos de figurines qu'ils contenaient. C'est assez marrant parce qu'il y a assez peu de factions qui finalement ont pu avoir autant de changements. Je pense peut-être aux Tau qui étaient très beige au début, puis sont passés blancs, et puis maintenant ont un petit peu d'autres couleurs qu'on voit mises en avant ça et là. Mais c'est vrai que les Tyrannides, on a vraiment un petit peu l'impression que côté couleur, ils se sont cherchés pendant quelques années. Bref, revenons à la version 2 de Warhammer 40 000 qui va introduire les unités les plus emblématiques de la faction Tyrannide, puisque c'est l'arrivée du Tyran des Ruches, anciennement connu sous le nom de Prince Tyrannide en français, des Termagants, des Ormagons, des Gargouilles, du Lictor, du Biovore, des Spormines, du Zoanthrope et même des Voraces. Bref, toutes les créatures qui forment encore aujourd'hui la grande majorité des armées tyrannides, même s'ils ont été pas mal relookés entre-temps. On pense notamment au Zoanthrope, qui a perdu ses pattes de jadis pour se tenir désormais sur une queue. Faisons une petite parenthèse sur le culte Genestealer dont je vous parlais tout à l'heure, puisque lui aussi existait depuis Rogue Trader, mais il était mis en avant dans ce codex V2 avec une liste à part entière, certes limitée en termes de choix d'unités, mais avec quelques originalités, notamment des tourelles et des armes industrielles ou minières, qui seront plus tard réinventées par Forge World pour équiper la DevCore notamment. En V3 et en V4, eh bien les Tyrannides se voient d'ores et déjà retravaillés en plastique et en métal pour certains kits, ou dans un plastique de meilleure qualité avec plus d'options, dans une troisième édition qui déjà redessine certaines créatures par exemple. On remarque notamment de nouveaux guerriers qui sont toujours d'actualité, peu ou prou, des Ormagaunt, des Termagant qui auront tenu jusqu'à la 10e édition, ce qui est plutôt pas mal, et l'introduction des terrifiants rôdeurs. C'est aussi à cette époque que les Tyrannides cessaient au Hero Hammer avec l'apparition de héros nommés comme il y en a dans toutes les factions, ce qui est quand même plutôt inhabituel quand on connaît le lore des Tyrannides. Mais bref, on voit apparaître la Terreur Rouge et le Vieux Born. Je vais vous parler plutôt de ce dernier parce que je l'adore, c'est un Carnifex qui a été blessé au visage, il n'a donc qu'un œil, et il a tout de la parfaite créature Lovecraftienne. Il était endormi sous la banquise de Calf, donc un des mondes d'Ultramar, et il a été réveillé par des malheureux, puis vénéré par un culte Genestealer à part entière, dont les membres s'éborgnent bien joyeusement pour rendre hommage à leur maître. Il faut vraiment d'ailleurs que je refasse un jour une armée de culte Genestealer, j'ai revendu la mienne, mais à chaque fois que je retombe sur ce morceau de lore, j'ai vraiment envie de faire une faction de culte qui entourerait ce fameux vieux born pris dans la banquise. Mais revenons au processus de relooking qui va continuer et même s'intensifier en version 4 alors que les Tyrannides deviennent pour la première fois la menace phare immortalisée par la boîte démarrage de Warhammer 40 000 qui s'appellera Bataille pour Macrage. Peut-être pas la plus impressionnante, elle contient assez peu de figurines, même si elle contient cette fameuse navette Aquila dont on vous parlait dans l'épisode précédent. En toute logique, les Tyrannides s'offrent donc de nouveaux kits, et notamment un nouveau Carnifex qui en est déjà à sa 3e incarnation, mais aussi des mises à jour des Zoanthropes, des Biovores, des Lictors et des Rôdeurs.
Je crois que c'est avec la 4e édition que les tyrannides prennent leur forme moderne. En V2 et sous Rock Trader, ils se cherchaient encore un petit peu. On était plus proche du côté de la créature cauchemardesque, assez difforme, très proche effectivement des descriptions un petit peu faciles d'un certain Lovecraft, avec des tentacules, des épées d'os en guise de membres, v'là les jambes, v'là les bras. Bon. Là, les tyrannides reviennent plus vers quelque chose d'assez naturel, même si ça paraît assez contre-intuitif de le dire comme ça, puisque ce sont d'énormes créatures qui veulent tout bouffer sur leur passage, mais c'est vrai qu'on les rapproche peut-être plus volontiers de créatures, que ça soit, je sais pas, des insectes ou même des crustacés qu'on connaît dans notre monde. Donc les tyrannides vont, pendant un temps en tout cas, rester sur cette ligne, au moins jusqu'à la version 10, mais promis, on va en reparler tout de suite. Revenons plutôt d'abord à la version 5, où les différents relookings qu'on a connus jusqu'à présent font petit à petit la place à des ajouts de taille. On pense notamment aux serpents géants que sont le Trigon et le Moloch, mais il y a aussi d'autres gros monstres qui arrivent à cette époque-là, comme par exemple le Tervigon et le Tyrannophex. La V5, on la retiendra aussi pour ces nouvelles variantes d'unités bien connues. Alors ça, c'est une des combines préférées de Games Workshop pour nous offrir de nouvelles unités sans trop forcer. On prend une unité qui existe déjà, on lui file une nouvelle arme, une nouvelle tête, un rôle vaguement différent, et ni vu ni connu, je t'embrouille. On découvre ainsi le Maître des Essaims, qui est une variante du Tyran des Ruches, le Pyrovore, qui est bien évidemment une variante du Biovore, le Venomtrope qui est une variante du Zonetrope, mais on remarque aussi que les Gardes des Ruches apparus sous l'édition précédente s'offrent une version de tir, elle qui deviendra quelques années plus tard particulièrement détestée lorsque ces tirs sans ligne de vue, censés représenter les munitions vivantes de leurs armes, vont faire des ravages sur les tables de jeu. On arrive en V6, et la V6 faisait la part belle au volant. Les tyrannides, de coup, ne font pas exception et se dotent du Virago des Ruches, une espèce de dragon, et de quelques monstres supplémentaires comme l'Aruspex et l'Exocrine, qui font sérieusement peser la balance en faveur d'une armée penchée plutôt vers les gros monstres, et non vers les petits. Cette impression sera d'ailleurs confirmée par les dernières mises à jour de l'époque, qui concernent surtout les créatures de taille intermédiaire, on va dire, à savoir les gardes des ruches et les guerriers. Et c'est vrai qu'effectivement à cette époque, le côté ordre et vague de petites créatures commence petit à petit à disparaître des tables de jeu. En tout cas, moi j'ai souvenir d'armées tyrannides très portées sur un alignement de gros monstres, tel qu'on le connaît par exemple aujourd'hui à Age of Sigmar, et beaucoup moins dans cette idée de peindre des dizaines et des dizaines de petits gones qui vont nous prendre beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Et d'ailleurs, ce que la 6e édition commence, la 7e va l'achever en ajoutant de nouveaux monstres à la gamme, en la personne du Malceptor et du Toxicrine. On notera aussi l'arrivée du Tyrannocyte, sorte de cargo vivant en forme d'œuf, et qui est assez intéressant parce que je trouve qu'il ramène un peu de bizarre à l'ensemble. On parlait de créatures peut-être plus naturelles tout à l'heure, et effectivement, cette espèce d'équivalent au drop pod des Space Marines, mais vivant, ramène un côté assez vraiment étrange, voire un peu malaisant à la gamme, et je le trouve assez génial pour ça, ce kit. Nous arrivons doucement en V8 et V9, ce que les joueurs tyrannides connaissent comme une véritable traversée du désert, puisque les pauvres créatures n'auront droit qu'à une seule figurine, à savoir le parasite de Mortrex. Alors celui-ci est assez intéressant, puisque c'est un tyrannide nommé qui était apparu dans un codex précédent, j'ai envie de dire celui de la V5, mais je peux peut-être me tromper, et jusqu'à présent il n'avait jamais eu droit à sa figurine dédiée. C'est un petit peu un rappel de cette époque, assez douce je dois dire, hein, elle me manque beaucoup, où Games Workshop osait écrire des règles pour des unités ou des équipements qui n'avaient pas forcément de représentation officielle. Bon, désormais c'est le cas, le parasite a sa propre figurine, et elle est plutôt assez cool, reste à savoir si elle a vraiment permis aux joueurs tyrannides de survivre pendant 2 éditions, puisque avoir une seule figurine sur 2 éditions, c'était quand même un sort particulièrement cruel. Donc si vous êtes un joueur ou une joueuse tyrannide et que vous écoutez ce podcast, sachez que je suis en totale empathie avec vous, moi joueur garde impériale qui n'avait pas eu non plus grand chose à se mettre sous la dent avant la fin de la 9e édition. Heureusement, avec l'arrivée de la V10, comme je le disais en intro, les tyrannides se sont largement rattrapés, avec une invasion un petit peu en 2 temps, à l'image de leur lore. Tout a commencé avec la boîte de démarrage, Léviathan, donc qui les met de nouveau en scène comme la menace principale de Warhammer 40 000. Alors cette boîte, elle est pleine à craquer de nouveautés, comme le psychophage, le neurotyran, mais aussi de réinterprétations, comme le tueur hurleur et les bondisseurs de Von Ryan, qui étaient déjà apparus en fait dans le lore mentionné, mais
mais n'avait jamais eu de figurine jusque-là. Le tout est complété par un classique réinterprété en la personne des Termagants. Ma figurine préférée de cette boîte, c'est bien évidemment le tueur hurleur, qui du coup avait fait ses premiers pas sous Rock Trader, avait ensuite été un petit peu réintégré comme une variante de Carnifex, pour finalement disparaître à fur et à mesure que les kits de Carnifex s'étaient succédés, et revient là désormais, effectivement, comme une variante de Carnifex, finalement tout est logique, en réintégrant à la fois les éléments visuels, et notamment ces 4 espèces de faux de la figurine originelle qui est absolument géniale, où il y a une espèce de bouche comme ça qui nous crie dessus, entourée de 4 griffes, et en même temps le vocabulaire visuel défini par les tyrannides de la V4, donc avec ces espèces de carapaces un peu plus naturelles et qui donnent l'impression d'un exosquelette biologique, l'équivalent finalement d'un blindage, mais version créature, version animale. Donc j'aime beaucoup cette figurine et aussi sa petite tête qui me rappelle quelque part le Predator des films Predators, parce qu'il a des espèces de dreads sur les côtés. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce petit détail, mais moi je l'aime beaucoup, et c'est assez ironique d'ailleurs qu'il s'inspire de cette créature spécifique, parce que juste après nous allons parler d'une autre créature bien connue du cinéma, et je sais que si vous écoutez ce podcast, vous vous demandez comment j'ai pu tenir quasiment 30 minutes sans parler de lui. Eh bien, réponse dans quelques secondes. Parlons d'abord de la sortie du Codex Tyrannide, de la 10e édition, c'est tout récent, qui nous a offert de nouvelles incarnations de classiques comme le Lictor, les Ormagoth, le Biovore, les Genestealers, et nous a aussi offert des nouveautés comme l'Assimilatrice et l'émissaire Norn, et un autre personnage nommé qui était apparu en 2006 avec la célèbre campagne pour Medusa 5, la mort bondissante. Au passage, je dois rappeler que Medusa 5 introduisait les premiers-nés vostroyens, qui est un de mes régiments préférés de la garde impériale, et donc en bon fanboy, je suis obligé de le mentionner avant qu'un commissaire ne m'exécute. De ces sorties-là, moi je retiendrai tout particulièrement la mort bondissante, parce que pour moi elle incarne quelque chose qui manque encore à cette gamme tyrannide, et qui, je trouve, mériterait d'être un petit peu développé, c'est le côté bizarroïde de la V2. C'est assez marrant parce que Games Workshop, ces derniers temps, s'est beaucoup inspiré de la version 2 de Warhammer 40 000, qui avait tendance à avoir des designs beaucoup plus radicaux et un peu plus nawak par rapport à la V3, qui s'était peut-être plus rapproché d'un univers de science-fiction plus industriel, peut-être plus commun. Mais pas pour les tyrannides, ils n'ont pas forcément fait ce retour en arrière pour les tyrannides, sauf sur la mort bondissante qui a par exemple une espèce de cape. C'est assez intéressant, on dirait qu'elle a copié avec une membrane biologique le fait que des capitaines Space Marine et d'autres héros de l'Imperium aiment se la raconter avec une cape. Et il y a vraiment un côté aussi multimembre, dont on ne sait pas vraiment où il commence, où il finit. Il y a quelque chose d'assez perturbant dans cette figurine que j'aime beaucoup. Alors après, peut-être qu'elle est aussi perturbante parce qu'elle est un peu unique, elle est un petit peu à part, et vu que c'est une variante de Lictor, un Lictor nommé, c'est finalement de bonne guerre de le rendre vraiment à ce point identifié dans le côté bizarroïde. Mais je pense qu'il pourrait peut-être se permettre d'aller un peu plus loin sur certaines créatures, et je pense notamment à l'assimilatrice ou à l'émissaire Norn que je citais tout à l'heure, qui du coup sont ces grosses figurines apparues là sous la 10e édition, et qui à mon sens ressemblent surtout à des gros guerriers. Je dois avouer que je ne suis pas vraiment impressionné ni par leur taille, qui est un peu moins impressionnante qu'il n'y paraît, ni par leur design. J'aurais bien aimé voir autre chose, et peut-être aussi développer encore une fois de nouvelles morphologies, de nouvelles silhouettes, ce qui est un petit peu la qualité, je dirais presque principale en fait de la gamme Tyrannide par rapport aux autres gammes de Warhammer 40 000. Et là, je les ai trouvés finalement assez sages par rapport à ce qu'on pouvait attendre. Heureusement, je ne suis pas un joueur tyrannide, donc mon avis ne compte finalement que très peu, et puis il y a quand même quelques créatures qui sont vraiment vraiment très très cool et assez perturbantes à regarder, donc la mort bondissante mais aussi le neurotyran me font très très plaisir. Maintenant, l'histoire des figurines tyrannides ne s'arrête pas avec les différentes éditions de Warhammer 40 000, car Warhammer 40 000 a été décliné dans un certain nombre de spin-offs, et notamment Space Hulk, c'est un jeu d'escarmouche qui du coup a toujours mis à l'honneur les Genestealers spécifiquement, et leur a offert par le passé de superbes incarnations. J'ai la dernière édition en date de Space Hulk et j'ai peint plusieurs de ces Genestealers, et je dois dire que même face au nouveau de la version 10, je trouve qu'ils se tiennent très bien. Après ils ont des poses un petit peu spécifiques, voilà, ils s'accrochent à des poutres, ils sortent du sol. C'est quand même assez fun d'avoir des figurines comme ça qui changent de la silhouette un peu habituelle de course sur un socle.
On pourrait aussi citer quelques créatures qui sont apparues à l'échelle épique, puis chez Forge World, il y a quelques années de cela. Outre l'Exocrine, la Ruspex et le Trigon, tous les trois introduits par ce jeu à plus petite échelle avant d'arriver à 40k, Epic nous offrira aussi la Dominatrix, qui désormais est probablement un peu trop tendancieuse pour le Games Workshop de 2023, ou encore le Harridan et le Hiérophant, qui eux seront immortalisés par Forge World dans 2 énormes kits en résine. Si vous ne les avez jamais découverts, allez voir ça sur internet, je pense qu'ils sont très difficiles à se procurer désormais, mais c'est vraiment 2 figurines assez géniales. Il y a aussi, je crois, un prince tyrannide spécifique à Forge World, où ils avaient vraiment poussé les proportions au maximum. C'est cette époque où finalement Forge World compensait un petit peu les limites de Games Workshop, notamment par exemple en nous offrant des figurines pour la Death Guard ou les World Eaters, en allant un peu plus loin et dans l'esthétique, souvent en poussant les potards au maximum. Donc il y a quelques figurines Forge World pour les tyrannides qui sont assez emblématiques et que je vous recommande d'aller voir, et bien sûr aller checker aussi la version épique de ces figurines là, puisque Epic va revenir bientôt dans le contexte de l'Horus Heresy, mais bien sous ce format là de petites figurines finalement semblables presque à des petites micro-machines, et bien les tyrannides paraissent souvent très mignons ou rappellent un petit peu les unités. Forcément, on était obligé de parler de ça aussi, des ergs dans StarCraft, hein. Il y a toujours eu effectivement une espèce de guerre au sein du fandom, de savoir qui avait copié l'autre. Pour faire un petit point là-dessus, notre ami Andy Chambers, qui est l'un des concepteurs phares de Warhammer 40 000, a toujours dit que à partir d'un moment où StarCraft était populaire et Warhammer 40 000 aussi, il y avait une sorte de hotline entre Blizzard d'un côté et Games Workshop de l'autre, et ils discutaient pour éviter que leurs créatures, leurs factions se ressemblent trop. C'est peut-être notamment pour ça que les Space Marines de StarCraft à l'époque étaient bleus, parce que à l'époque les Ultramarines n'étaient pas si populaires et les Blood Angels étaient donc rouges. Et c'est aussi pour ça que certaines, on va dire, créatures comme les rôdeurs, qui rappellent peut-être un peu plus les ergs parce qu'ils sont serpentins, etc. Serpentins, je ne sais pas si c'est l'adjectif de serpent, mais bref, vous voyez l'idée, il y avait des espèces de discussions pour éviter que n'apparaissent en même temps des créatures ou des factions d'ailleurs, qui se ressembleraient un petit peu trop. Voilà pour l'histoire de la gamme tyrannide au sein de l'entreprise Games Workshop, mais aussi ses différentes succursales, Citadel Miniatures, Forge World, etc. Maintenant, je voulais passer à l'analyse de cette gamme, même si je l'ai un petit peu commencé, comme vous avez pu le remarquer, un petit peu d'édition en édition. Alors d'ordinaire, pour analyser cette gamme, j'ai Jean-Baptiste, et je peux avoir une vraie discussion avec lui, mais puisque je suis seul aujourd'hui, je vais devoir vous proposer une alternative, à savoir une petite problématique. On est de retour à l'école, tenez-vous bien, je vous propose la question suivante: est-ce que les tyrannides ne seraient pas finalement la faction qui s'est le plus cherchée depuis les débuts de Warhammer 40 000 ? J'ai un petit peu déjà évoqué cette question par touche, avec notamment la question des couleurs et des schémas de couleurs spécifiquement, mais pour y répondre, je vais vous proposer d'autres éléments. D'abord, on voit que la gamme s'est constamment réinventée, et souvent d'une édition à l'autre, pour trouver une esthétique à part entière. Ça, j'attire votre attention sur ce fait, c'est particulièrement rare qu'une faction de Warhammer 40 000, d'une édition à l'autre, refasse notamment ses kits de base et essaye de se chercher, de s'affiner finalement d'une première version puis à la suivante. Il y a beaucoup de factions qui ont attendu pendant 10, 15, 20 ans avec le même kit, pas les tyrannides. Alors bien sûr, ils ont leur traversée du désert en 8e et en 9e édition, mais il était intéressant de remarquer qu'effectivement les tyrannides, dès leur début, ont eu quand même un certain nombre d'incarnations, comme si finalement les concepteurs de Games Workshop cherchaient à trouver, à parfaire le look des tyrannides. Alors n'y sont-ils pas parvenus à le trouver du premier coup? Est-ce qu'au contraire ils cherchaient à raffiner les choses pour éviter d'être comparés notamment aux ergs de Blizzard, etc. La question reste entière, j'ai pas forcément la réponse, mais je vous inviterai à faire des petits commentaires à la suite de ce podcast là-dessus. En tout cas, on pourrait se dire que il y a un énorme hiérophant dans la pièce, et ce hiérophant, c'est bien sûr le xénomorphe de H.R. Giger et de la saga Alien. Parce que si Warhammer 40 000 n'est que rarement subtil, c'est encore plus le cas avec les tyrannides qui, effectivement, semblent très inspirés de la créature de cette saga. Alors,
Le Xenomorph inspire bien évidemment les Tyrannides, spécifiquement les Gene Stealers, parce que, voilà, voleur de gènes en anglais, donc il y a aussi effectivement cette idée-là dans le canon de Alien, où le Xenomorph, en fait, retient un certain nombre des qualités génétiques de ses précédents hôtes, etc. Bon, peu importe, si on remonte aux origines des Tyrannides, on voit très bien l'influence et le lien de parenté avec Alien, mais on peut remonter même plus loin que les Tyrannides et à Warhammer 40 000 lui-même, puisque l'un de ses ancêtres ludiques, le jeu Laserburn, avait déjà, dès sa couverture, une sorte de xénomorphe en guise d'illustration. Alors il y avait d'autres personnages qui rappelaient, eux, peut-être plus ceux de Star Wars, mais on voit très bien que depuis le début, Warhammer 40 000 est fortement inspiré par Alien, mais aussi par Aliens, parce que par exemple le jeu Spatial, qui est cette idée de se cacher dans les couloirs et d'avoir des blips sur un écran radar qui finalement s'avèrent être des créatures, c'est complètement le Aliens de James Cameron. Donc il n'est pas étonnant finalement de voir que près de 40 ans après, le spectre d'Alien pèse et plane encore autour de la gamme Tyrannide. Est-ce qu'elle a réussi à s'en débarrasser ? Eh bien, je dirais que pas tout à fait, mais comme souvent chez Games Workshop, eh bien, les concepteurs ont réussi à brouiller les pistes en introduisant d'autres influences. Je me souviens notamment de conversations dans des vieux White Dwarf où il y avait des concepteurs de figurines qui se demandaient tour à tour si les Tyrannides étaient plutôt des insectes ou des dinosaures. Et ça, on le voit un petit peu à chaque édition. Les premières sont très portées sur le côté insecte, avec peut-être plutôt la marée de créatures, l'idée d'un esprit commun, de la ruche, etc. Et puis, par la suite, on va plutôt développer le côté dinosaure, avec plein de monstres. Mais il semble évidemment que les Tyrannides sont un peu des deux, ce qui est à la fois un avantage et un inconvénient. Un avantage car c'est un mélange qui, à ma connaissance, n'est pas si récurrent, même pour une race qui rappelle bien volontiers tous ces mangeurs d'univers qu'on peut trouver dans d'autres franchises. C'est donc l'occasion de développer, à mon humble avis, autant de petites créatures que de gros monstres en restant relativement original grâce au mélange insectes et dinosaures. Mais en même temps, c'est aussi un inconvénient parce que ce mélange, finalement, c'est une directive, un vocabulaire visuel assez vague, et je crois qu'on s'en rend bien compte en regardant les différentes incarnations de la gamme Tyrannide d'un seul coup d'œil. Si vous voulez faire l'expérience, vous avez par exemple sur Lexicanum et vous tapez Tyrannide Range et vous allez pouvoir observer toute cette évolution esthétique dont je parle depuis le début de ce podcast, et on voit assez facilement qu'aucun des Tyrannides créés après la deuxième, allez éventuellement la troisième édition, n'arrive finalement à la cheville des originaux. J'étais d'ailleurs surpris, moi, en préparant ce podcast, du nombre de monstres un peu interchangeables, désolé pour ceux qui les aiment, mais qui se sont bousculés au portillon entre la version 6 et la version 7. Déjà, leurs noms, même si parfois ils proviennent d'Epic, sont assez difficilement retenables. Il y a vraiment un côté un petit peu... pour moi, c'est un gros marqueur de Warhammer 40 000, est-ce qu'on arrive à retenir et à associer un nom en fonction du look de la figurine. Et je pense que plus c'est facile à le faire, et plus on est dans le vrai. Malheureusement, pour moi, ces créatures, elles sont difficiles à nommer et difficiles à repérer sur la table laquelle est laquelle. Donc j'ai un petit peu de mal avec cette génération-là de Tyrannides, et c'est peut-être leur caractère générique finalement qui explique pourquoi les sculpteurs de Games Workshop ont pris 2 éditions pour réfléchir à une nouvelle incarnation des Tyrannides avant la version 10. Maintenant, je trouve que le résultat, malgré mes petites réserves de tout à l'heure, est plutôt à la hauteur des attentes. Un peu à la manière des Necrons en version 9, je trouve que ces figurines sont réussies. Pas uniquement parce que voilà, ce sont les figurines les plus récentes, les plus à la mode, etc., mais parce qu'elles parviennent également à unifier la gamme autour d'une ligne plus cohérente. Alors c'est toujours relativement flou, un peu comme le mélange d'insectes et de dinosaures, mais on sent vraiment qu'il y a par exemple l'idée de faire des poses beaucoup plus dynamiques, de mettre en avant des bizarreries biologiques, et de miser sur des silhouettes variées. C'est toujours le cas dans les boîtes de départ de Warhammer 40 000, c'est même une volonté de Games Workshop. L'idée, c'est de jamais mettre 2 fois la même armée. Par exemple, même quand c'est Space Marine contre Space Marine du Chaos, qui était le cas en V6, en V7 et en V8, l'idée, c'est d'utiliser des unités qui n'ont rien à voir entre elles. Donc typiquement, en V8, vous allez mettre la Death Guard parce que ça vous permet de mettre des zombies, et des zombies, il n'y en a pas chez les Space Marines. Vous mettez les Dark Angels parce qu'ils ont des motos, et en face, vous mettez du cultiste. Vous comprenez l'idée. Je pense qu'aucune faction, à part les Tyrannides, propose autant de silhouettes justement et de morphologies variées. Donc en cela, ils sont assez parfaits pour contraster les Space Marines qui sont systématiquement dans la boîte de base. Et on le voit bien avec toutes les créatures qu'ils ont sélectionnées, que ce soit l'Evon Ryan, le Neurotyran et bien sûr le Tueur Hurleur. Il y a vraiment une belle diversité immortalisée par cette boîte, et ça fait vraiment plaisir. Maintenant, il y a encore beaucoup de travail, et j'aimerais voir le lifting qu'on sent dans cette boîte être appliqué à toute la gamme, et notamment à, comme d'habitude, moi j'en démords pas, le kit de base. Le kit de base, c'est peut-être, oui, les Ormagontes et les Termagontes, mais pour moi,
c'est aussi les guerriers tyrannides qui sont là depuis justement Advanced Space Crusade et Tyrannid Attack. Donc ils n'ont finalement que très peu changé. Leur première incarnation est super bizarre. Allez voir les premiers guerriers tyrannides qui du coup donnent l'impression d'être des espèces de bipèdes super longs et élancés. Ils ont vraiment un côté très très étrange. Est-ce qu'il faudrait revenir à ça? Je sais pas. Je trouve que la silhouette du guerrier tyrannide est plutôt cool. On l'a vu d'ailleurs récemment immortalisé en jeu vidéo avec la sortie prochaine de Space Marine 2. Donc je pense qu'elle ne va pas changer de sitôt, mais ça pourrait être sympa d'avoir un kit qui peut-être ramène un peu de finesse, parce que celui-là commence finalement pas forcément, il se tient bien, mais c'est vrai que on voit effectivement dans cette finesse de sculpture parfois sur des petits détails. C'est tout con, hein, mais ça peut être les pics, ça peut être les armes biologiques, etc. Enfin, il y a beaucoup de petits morceaux, on va dire vraiment c'est le bout des armes, le bout des membres, etc., qui peut toujours paraître un peu plus grossier que tout ce qu'on a eu à se mettre sous la dent depuis la V10. Et c'est parfois dans les détails que se cache le diable. Et ça, je pense que c'est des trucs qui, psychologiquement, peuvent presque bloquer les gens à faire des armées. Bon, après, on va pas se mentir, il y a énormément de choix à se mettre sous la dent avec les tyrannides. Donc tant pis, mettez peut-être les guerriers de côté pour un certain temps, et on verra bien ce que ça donne ensuite. Après tout, les tyrannides, de toute façon, ont l'avantage de pouvoir être réinventés esthétiquement à chaque fois, et c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'ils l'ont été très régulièrement, sans parasiter leur lore. Un peu comme les Tau ont le prétexte de la technologie pour changer visuellement, les tyrannides ont le prétexte de l'évolution. Ils se perfectionnent à chaque campagne, et l'esprit de la ruche fait évoluer tous les monstres sous sa coupe en fonction des menaces qu'il a rencontrées et ingérées. Et ça, du coup, c'est plutôt pratique quand on est un concepteur de figurines ou de jeux chez Games Workshop. En revanche, je voulais terminer sur une note un peu positive, parce que là, vous allez peut-être penser que je fais la fine bouche, moi qui ne suis même pas un joueur tyrannide. Je pense que cette faction, c'est peut-être finalement l'une des meilleures factions pour soit commencer le hobby, ou soit l'explorer plus amplement. Alors je m'explique, si je ne retrouve pas personnellement chez eux la saveur ou la personnalité, vraiment ce côté identification qui me permet de me lancer dans une armée, ils ont l'avantage de leur inconvénient. Certes, cette personnalité, cette saveur va peut-être un petit peu manquer, mais à l'inverse, vous n'allez pas vous prendre la tête avec des principes un peu obscurs, de fluff, des gens qui vont vous chier dans les bottes parce que vous n'avez pas peint le casque de telle ou telle manière. Vous faites vos tyrannides comme vous le voulez, et ça c'est plutôt libérateur. Donc ça, quand on commence ou qu'on a envie de rajouter une armée dans sa vitrine, c'est plutôt agréable. Par ailleurs, leur sculpture, elle est ultra conciliante avec tout un panel de styles de peinture. On peut penser au mélange de couleurs explosives de la version 2, on peut encore revenir à ça, et d'ailleurs en ce moment c'est un petit peu la mode pour pas mal de factions de revenir à la V2. On peut penser à la méthode contraste qui permet de faire des armées relativement rapidement, qui est apparue il y a quelques années et qui permet aux débutants comme aux gens qui veulent monter des armées relativement dans un temps extrêmement limité, de le faire de manière ultra efficace. Et on peut même imaginer des choses complètement dingues, soit plus naturelles, en s'inspirant peut-être, il y en a pas mal qui le font, des crabes, de cocotiers, des crustacés, des dinosaures, ou au contraire des trucs plus cauchemardesques et plus Lovecraftiens, qui sont parfaits pour tester des techniques de peinture. Par exemple, vous prenez ces espèces un cure-dent ou une épingle et vous faites des espèces de petits points sur les carapaces, vous allez chercher dans des gammes alternatives des teintes fluorescentes, des vernis, etc. Donc c'est vraiment une armée qui, je pense, vous permet de vous exprimer d'un point de vue peinture. Et ça aussi, c'est un avantage considérable au sein de la gamme Warhammer 40 000. Enfin, c'est une armée que vous pouvez composer sans avoir la peur de peindre plusieurs fois l'exacte même silhouette, car la plupart des unités ont une forme, une échelle, une morphologie qui leur sont propres. Alors bien sûr, si vous faites une armée qui est entièrement tournée vers les petits monstres ou entièrement tournée vers les gros monstres, ça peut s'avérer répétitif, mais là encore, on voit que des gros monstres, il y en a, ils ont 4 pattes, il y en a, ils ont 6, il y en a, c'est des serpents, etc. Cette diversité-là, encore une fois, elle fait super plaisir, et vous n'allez pas tomber peut-être sur des choses que d'autres gens apprécient, bien sûr, peindre de l'armure énergétique sous toutes ses formes, peindre de l'armure Eldar très proche du corps et qui va être plus ou moins la même selon les guerriers aspects. Voilà, il y a des gens qui aiment l'uniformité, mais si vous cherchez plutôt une diversité, et qui plus est une diversité dans la diversité, c'est vraiment ça que permettent les tyrannides, et donc je me devais de terminer sur cette note là-dessus et vous préciser que même si moi je n'ai pas encore craqué, je n'exclus pas l'idée de faire une armée tyrannide pour tous ses avantages. Mais voilà pour mon analyse, et terminons avec le hobby. D'ailleurs, je ne vais pas parler de mon armée tyrannide puisqu'il n'y en a pas d'armée en cours. Pour l'instant, je suis toujours sur les décors dont je vous parlais dans notre dernier épisode. D'ailleurs, j'espère qu'il vous a plu. J'en vois le bout.
J'ai même fait une première partie avec les ruines entièrement peintes et je peux vous assurer que ça a pas mal augmenté l'immersion et le plaisir qu'elle procure. Donc si je peux continuer à vous conseiller de peindre vos décors, je le fais encore une fois dans cet épisode. Et je vais vous parler aussi un petit peu du côté jeu, puisque du coup cette belle table a servi et j'ai essayé de pousser ma fidèle garde impériale dans de nouveaux retranchements, si vous me pardonnez l'expression. Notamment pour tester des listes d'armées très portées sur les chars et l'infanterie mécanisée qui ont peut-être un peu moins le vent en poupe en ce moment. J'attire votre attention là-dessus, pourquoi ? Parce que je pense qu'avec la V10, on a eu une espèce d'avalanche d'analyse plus ou moins méta, compétitive, équilibrée, etc. Et on voit des unités tomber très vite en désuétude ou à la trappe, tout simplement parce qu'elles ne sont pas retenues par les analyses de début d'édition. Pour l'instant, la plupart des factions, donc Tyrannide et Space Marine mis à part, n'ont qu'un seul détachement à se mettre sous la dent, et donc on peut s'ennuyer très vite si on ne joue que les unités qui sont sorties du lot spontanément. Donc déjà par pure diversité, une nouvelle fois je vous encourage à jouer ces unités malgré tout, déjà pour vous rendre compte est-ce qu'elles sont effectivement aussi moyennes qu'on le dit, et ensuite parce que ça peut vous procurer un plaisir un petit peu unique, un petit peu à part. Parce que stratégiquement, je trouve que c'est assez intéressant d'essayer de faire fonctionner des unités qui ont peut-être besoin de plus d'efforts, de plus d'attention. Et c'est d'autant plus récompensant quand vous réussissez à avoir de bons résultats avec ça. Et puis, c'est peut-être aussi l'occasion de découvrir de nouveaux styles de jeu. Donc si je reprends mon exemple de la garde impériale, c'est vrai que moi j'ai toujours aimé cette idée d'infanterie mécanisée, les chimères qui débarquent des troupes, qui vont sécuriser les objectifs, etc. C'est pas forcément le truc le plus facile à jouer, mais moi qui ai l'habitude d'être très défensif, ça m'oblige à aller sur la carte, à tenter des opportunités et à prendre des risques et à jouer finalement plus mobile, plus offensif. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de me dire, tiens, cette unité qui est peut-être pas forcément la plus à la mode tout de suite maintenant, me permet quand même d'explorer des choses et d'en apprendre finalement sur moi en tant que joueur. Donc c'est pas parce qu'une unité n'est pas méta ou qu'elle est peut-être plus difficile à jouer qu'une autre qu'il faut pour autant l'oublier, parce que pour vous spécifiquement elle pourra amener une forme de vérité que je vous invite à découvrir en tentant votre chance tout simplement avec des listes plus audacieuses. Je pense que les gens qui ont l'occasion de faire beaucoup de parties et qui sont toujours bloqués avec l'unique détachement de début d'édition vont le faire spécifiquement parce qu'au bout d'un moment ils vont s'ennuyer, mais pour les autres, même si vous faites que des parties de temps en temps, voilà, si vous avez les figurines et que vous les aimez, je vous recommande vivement de quand même tenter cette expérience et puis de me faire un petit retour là-dessus. Bien sûr, aussi, je ne l'ai pas précisé, mais de me faire un petit retour sur ce que vous pensez de nos amis les Tyrannides, sous quelle forme vous les avez préférés, est-ce que vous pensez qu'ils sont mieux sous la V10 que jamais, est-ce que vous avez commencé avec Léviathan, dites-moi tout sur le Grand Dévoreur, ça m'intéresse. Ce qui m'intéresse aussi, c'est d'avoir votre retour sur cet épisode qui reprend spécifiquement 100% la structure de nos épisodes précédents. Alors je vous explique pourquoi j'ai fait ça, parce que j'ai constaté ces derniers temps une baisse d'audience assez significative, je dois dire, alors que vous êtes toujours plus nombreux à interagir avec nous sur les réseaux sociaux, donc ce qui est assez paradoxal et un peu bizarre. Ça peut être lié à différents éléments, bien sûr le fait que maintenant je suis tout seul, donc c'est pas exactement le même épisode, même si j'en reprends la structure. C'était peut-être aussi parce que j'ai tenté des épisodes un peu plus expérimentaux, que ce soit sur le fluff, etc. Donc là je reviens à quelque chose pour lequel le podcast est connu. N'hésitez pas à me dire ce que vous préférez, si vous avez une préférence, vous avez le droit de ne pas en avoir aussi, et n'hésitez pas à me dire ce que vous attendez finalement du podcast maintenant qu'il revient plus régulièrement et aussi en solo. J'ai quelques idées pour faire venir des gens, on va voir si ça se fait, mais c'est pas forcément ce qui est le plus facile de faire et c'est pas forcément aussi ce qui permet d'être le plus régulier, et je pense que par-dessus tout ce que vous aimez c'est vous mettre sous la dent des épisodes, donc en fait le faire en solo me permet d'être régulier et donc de vous apporter un peu plus de motivation peut-être pour peindre ou simplement voilà pour mettre un fond, un background sonore dans votre voiture ou votre pièce préférée. Dites-moi du coup ce que vous attendez de ça. Il y a d'autres pistes, ça se trouve c'est juste notre empereur dieu à nous, Elon Musk, qui s'est tellement pris la tête sur comment casser Twitter qu'il nous empêche de toucher plus de gens. Mais pour l'instant je ne sais pas, donc j'en appelle à votre créativité, à vos retours et aussi à votre générosité, parce que ça aide énormément, notamment quand vous mettez
des commentaires et des étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi mettre des commentaires sur SoundCloud, et je crois tout récemment Spotify a aussi ouvert l'idée de pouvoir mettre des commentaires sur les différents épisodes. Donc je vous invite à le faire parce que ça aide à booster le référencement de ces différents épisodes. Et puis si vous voulez aller encore un peu plus loin, eh bien, pourquoi pas vous procurer dans les méandres de Warhammer 40 000 Sculpter la guerre, donc un essai, un ouvrage que j'ai écrit moi-même, dont je vous parle dans notre épisode HS numéro 2, si je dis pas de bêtises, et qui est toujours disponible chez Ford Edition. Donc si jamais vous avez manqué la nouvelle, c'est dispo. Plusieurs centaines de pages d'analyse qui reprennent un petit peu je dirais pas le format, mais en tout cas le même angle que je sais vous appréciez dans ce podcast. Donc pour soutenir ce podcast, pour me soutenir moi, et puis pour soutenir un éditeur qui fait, ma foi aussi, de très beaux ouvrages, je pense que c'est l'occasion parfaite quelque part. Et puis à l'approche des fêtes, si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à le glisser sous le sapin pour d'autres gens. Bref, d'ici le prochain épisode, je vous embrasse. J'espère que le grand dévoreur, l'esprit de la ruche sera avec vous. Je vous souhaite bonne peinture, bonne lecture et bon jeu. Bonus. Trax. Alerte rouge pour tous les fans de Star Trek. Pour avoir des analyses détaillées sur chacun des épisodes des nouvelles séries Star Trek, écoutez Le Cadran Pop, un podcast qui analyse tout Star Trek, à commencer par tous les épisodes des séries récentes. On parle aussi des films et de plein d'autres choses. Alors si vous voulez vivre longtemps et prospérer, écoutez Le Cadran Pop sur toutes les applications de podcast via le flux du coin pop. Et vous pourrez aussi vous téléporter sur notre site internet podcast.lecadranpop.fr. Bonus. Trax.